Bonjour, merci beaucoup d'être là et merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je suis Bruno Michon, je suis sociologue, je suis chargé de recherche et de développement à l'ESEIS et l'IRTS de Strasbourg. J'ai pas d'accent, désolé, ça fera pas trop couleur locale, mais voilà. Et je suis maître de conférence associé à l'Université de Strasbourg. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une réflexion sur un sujet hyper important, mais qui reste tabou dans le travail social, celui de la religion et de la spiritualité. On va voir qu'est-ce que je fais de ce terme-là. Ce que je vais vous proposer, c'est un parcours en 3 temps pour essayer de répondre à 3 questions. La première question que j'ai envie de travailler avec vous, c'est pourquoi est-ce que on a une conception aussi négative de la religion dans notre secteur. Grosso modo, la religion, c'est le truc qui nous emmerde. Y a des jeunes qui veulent manger halal, il y a des filles qui veulent porter le foulard, il y a des éduques qui veulent porter des signes religieux, ça fait chier. Bon, d'où ça vient? La seconde question que je vais vous proposer de travailler, c'est, au final, c'est quoi vraiment le problème? Y en a-t-il un? Et comment est-ce qu'on peut le définir? C'est quoi la religion dans le travail social? C'est quoi la place de la spiritualité de la religion dans le travail social? Et puis quand même, on va essayer d'esquisser en troisième partie quelques ébauches de solutions. Et puis on en discutera bien sûr. Vous avez sûrement plein d'idées. Et j'ai hâte d'échanger avec vous. Voilà, ça c'est le programme. Si vous avez des questions pendant la conférence, moi j'ai pas de souci pour que vous m'interrompiez, vous levez la main et puis je crois qu'il y a des micros qui peuvent circuler. Vraiment, vous n'hésitez pas. Alors, pour commencer, je vais vous proposer un petit pas de côté et d'imaginer un étranger, un travailleur social étranger, mettons allemand, anglais, américain, peu importe, qui débarque en France et qui s'intéresse à ce sujet-là, religion dans le travail social. Il va être relativement étonné de la charge polémique du sujet. Il regarde les revues, il va voir des travailleurs sociaux face aux revendications liées aux religions, des plans de lutte contre la radicalisation, des guides pratiques de la laïcité. On a tous plein de guides pratiques de la laïcité. Tout semble témoigner de l'impossibilité de penser la religion de manière apaisée dans le travail social. D'où est-ce que ça vient? Alors, moi, je pense qu'il y a 2 origines à ça, et c'est la réflexion que je vais vous proposer pour commencer. On sait que notre secteur l'histoire de notre secteur, c'est celle d'une lente émancipation de la tutelle religieuse et chrétienne, catholique en l'occurrence dans notre pays. Et cette émancipation, elle s'inscrit donc dans le prolongement, dans la continuité de 2 phénomènes fondamentaux, la sécularisation et la laïcisation. On va être obligé, les sociologues adorent les termes compliqués, mais pour ça, je vous ai fait un PowerPoint de toute beauté. Vous allez voir, ça va être génial. Alors, dans un premier temps, ça veut dire quoi être travailleur social dans une société sécularisée? Alors, sécularisée, je vais vous expliquer la sécularisation en un clic, ça va être génial. J'ai passé 3 heures à faire ça pour vous. Attention. Oh. Attention, on domine le PowerPoint là. Attends, je refais. Voilà. Merci. Non, ça demande des compétences d'être conférencier. Donc, sécularisation, c'est l'autonomisation progressive des différentes sphères sociales d'avec la sphère religieuse. Grosso modo, dans une société non sécularisée, le religieux explique toutes les sphères sociales, domine toutes les sphères sociales. Le politique, le roi est légitimé par le religieux. Le droit religieux prime sur le droit civil. Et bien évidemment, le travail social. Nous sommes issus d'institutions de charité
dominée par des règles, une éthique, une pensée religieuse. Dans une société sécularisée, la religion n'est plus qu'une sphère sociale, parmi d'autres, aux côtés du travail social, du politique et du droit, qui se sont émancipés de cette tutelle. La sécularisation, c'est donc ce phénomène-là. Mais c'est aussi un discours et des actes sur le souhait de ce retrait, sur le souhait même qui va se développer tout au long du XIXe siècle d'une disparition du religieux. On va avoir tout au long du XIXe siècle un certain nombre de penseurs, qu'on va appeler les penseurs de la mort de Dieu, qui vont poser des critiques fondamentales vis-à-vis du religieux et qui vont expliquer que, grosso modo, la religion aliène l'humanité et que l'humanité serait bien plus heureuse sans religion. Et ça va impacter de manière fondamentale notre secteur. Combien de travailleurs sociaux j'ai entendu en intervention, en formation, qui me disaient « mais ça serait tellement plus simple s'ils n'y croyaient pas ». Ces discours font de la religion un obstacle à l'émancipation des publics qu'on accompagne. Et ça me fait souvent bien rire, parce que quand je fais des visites de stage auprès des étudiants ou quoi, j'arrive, je racontais ça ce matin, il y a 3 jours, j'étais dans une MEX à Strasbourg, j'arrive et puis je vois une magnifique statue de Saint-Joseph. Et puis derrière la statue de Saint-Joseph, une chapelle de toute beauté avec un vitrail, une mosaïque. Je rentre dedans, chemin de croix. Mais sur le chemin de croix, un drap posé pudiquement, voilé, un vidéoprojecteur et des gamins qui regardaient un Marvel, avec Jésus au fond dans la chapelle, etc. J'ai trouvé ça extraordinaire. On est exactement dans ce que je décris du paradoxe de la place du religieux dans le travail social. On en est issu et on est incapable de le penser de manière sereine. Souvent donc, on a du mal à distinguer la sécularisation et le souhait, le désir politique du retrait du religieux de la société. Et je crois que c'est le nœud numéro 1 que je vous propose comme explicatif de notre problème dans notre secteur vis-à-vis du religieux. On a grandi dans une société tellement sécularisée, dans laquelle la religion et la foi n'occupent qu'une partie extrêmement congrue, et donc, par conséquence, on a beaucoup de mal à comprendre que pour des gens, c'est important. Et c'est ce paradoxe-là qui explique pour moi, dans un premier temps, la difficulté qu'on a à penser le religieux. Deuxièmement, la laïcisation. Donc ça, c'était premièrement sécularisation. Ok, on a bien compris. Enfin, j'espère. Ça, c'est rhétorique. Deuxièmement, la laïcisation. Qu'est-ce que ça veut dire être travailleur social dans un régime laïque ? Alors, vous en avez, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'étudiants, vous, ceux qui sortent de l'école, vous en avez bavé de la laïcité. Ceux pour qui ça fait plus longtemps l'école, vous en avez moins bavé, mais vous vous en souvenez certainement. Alors déjà, on va juste se mettre d'accord. Pour nous les sociologues, la laïcisation, c'est l'émancipation de la sphère politique de la sphère religieuse. Donc c'est une partie de la sécularisation. D'accord ? Sécularisation, phénomène sociétal majeur qui touche toute la société. Laïcisation, c'est l'émancipation de l'État et de la puissance publique vis-à-vis de la tutelle religieuse. Okay ? Le petit schéma que je vous ai mis, il est intéressant. C'est Ngram Viewer. C'est un outil de Google. Donc s'il y a des étudiants là pour votre mémoire, vous mettez le petit schéma. Les évaluateurs adorent ça.
Ça permet de calculer le pourcentage de bouquins Google Books qui comprennent un mot. Et ça permet de voir l'évolution sur plus de 200 ans. Donc c'est un outil assez intéressant, puisque ça remonte à 1800, les premiers ouvrages scannés Google Books. Ce n'est pas un outil parfait, on peut le critiquer de plein de manières, mais là, on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse ici, c'est de se dire, la laïcité, comme on nous la vend généralement à l'école, c'est un concept qu'on relie beaucoup au père fondateur de la laïcité, à la loi de Jules Ferry, de laïcisation de l'école en 1880, de Aristide Briand et de la loi de séparation des églises et de l'État en 1905. Mais alors quand on regarde, dans les bouquins entre 1880 et 1905, la laïcité, ça a l'air un peu en mode balèque. Par contre, il y a un truc de ouf là qui se passe. On est quand là? C'est quoi? Non. On est avant. Bon, ceux qui étaient nés en 2004, là. 2004. Loi contre le port de signes ostentatoires à l'école. La laïcité n'a jamais autant été discutée qu'aujourd'hui. Même la Troisième République, qui est la mère de la laïcité, ne pensait pas ce concept comme aussi central qu'on le pense aujourd'hui dans la République. Et la laïcité et ses différentes interprétations sont certainement le deuxième phénomène qui explique notre problème à penser la religion dans le travail social. J'ai bien dit la laïcité et ses diverses interprétations, car oui, la laïcité n'est pas un phénomène monolithique. La laïcité n'a pas de définition dans le droit. La laïcité, c'est le bordel. Jean Bobéro, qui est un auteur sur qui je m'appuie beaucoup sur ces questions-là, qui est historien et sociologue de la laïcité, distingue plusieurs interprétations concurrentes de la laïcité qui s'affrontent dans l'arène publique française depuis la Troisième République, depuis 1880 et les lois Ferry. On peut résumer cette tension entre deux pôles qui vont polariser les débats. D'ailleurs, dans cette salle, vous allez certainement vous reconnaître plus dans un pôle ou plus dans l'autre. Et on va retrouver ça dans toutes les équipes éducatives. Premier pôle, que je vais appeler le pôle libéral, le pôle orienté vers la liberté de conscience. Mon job de travailleur social, c'est de permettre aux personnes que j'accompagne d'exprimer et de pouvoir développer leur liberté de conscience, de pouvoir croire ou de ne pas croire. Second pôle, que je vais appeler le pôle républicain. Mon job, en tant que travailleur social, c'est de permettre aux personnes que j'accompagne de s'émanciper de ce qui les empêche d'être libres, de ce qui les aliène. Très souvent, la religion aliène les gens. Donc, mon job, c'est de libérer, d'émanciper les personnes que j'accompagne de la religion, d'autant plus si c'est une femme, car les religions sont misogynes. Deux discours qui vont s'affronter dans la société française, ces deux conceptions de la laïcité qui divergent, et particulièrement dans le travail social. Pardon, je suis perdu dans mes papiers. De cette opposition entre deux pôles, un peu schématique, c'est un peu caricatural. Jean Bobéro, dans un bouquin de 2015 très chouette, s'il y a des pédagogues dans la salle, super facile à utiliser en cours, dit finalement, il y a 7 interprétations qui s'affrontent
de la laïcité. Et nous, dans le travail social, on retrouve ces 7 interprétations de la laïcité qui s'affrontent. Dans chaque équipe éducative, on va trouver ces interprétations qui s'affrontent et après, on s'étonne que c'est le bordel. On s'étonne de la charge polémique associée à ces concepts dans le travail social et on s'étonne qu'on préfère ne pas trop en parler pour éviter de nourrir des polémiques. On va jeter un coup d'œil sur ces 7 interprétations. Je vais vous proposer de faire le jeu suivant. Vous regardez, je vous les explique rapidement. Et voilà, essayez d'imaginer de laquelle vous sentez-vous le plus proche. D'ailleurs, ce qui est intéressant, ce que je fais avec mes étudiants, là je ne vais pas avoir le temps, mais de faire le jeu, de se dire, est-ce que celle dont je suis le plus proche intimement dans les tripes, c'est aussi celle que j'estime être la meilleure dans mon taf de travailleur social? Est-ce que c'est la même ou pas? Est-ce qu'il y a un conflit là? Première forme de laïcité, la laïcité émancipatrice. Je viens d'en parler. Donc là, à chaque fois, donc Jean Bobéro, lui, il ne pense pas travail social, donc c'est moi qui fais la traduction à chaque fois pour l'intervention sociale de ce que ça peut vouloir dire, pour l'intervention sociale. Première forme de laïcité, laïcité émancipatrice. J'en ai parlé. Le job du travail social, c'est de permettre aux personnes qu'on accompagne de s'émanciper de ce qui les empêche d'être libres, parmi lesquels potentiellement la religion. Okay, première forme de laïcité. Seconde forme de laïcité qui parle beaucoup aux travailleurs sociaux, la laïcité de contrôle. Bon, moi, travailleur social, honnêtement, la religion, ça me fait un peu chier. Mais bon, ça existe, il n'y a pas le choix. Par contre, je me méfie. Posture de méfiance. Je vais garder toujours un œil sur cette question-là pour éviter que ça dérape, parce qu'on ne sait jamais. Kevin qui vient me voir parce que il a entendu parler de l'islam et puis ça l'intéresse bien l'islam, alors Kevin il aimerait bien aller prendre un Coran à la bibliothèque. Ok, laïcité émancipatrice. Écoute Kevin, lis plutôt Karl Marx. Non, j'exagère, mais c'est un peu caricatural. Laïcité de contrôle, écoute Kevin, si tu veux je t'accompagne, mais on va faire ça ensemble et puis voilà, je vais rester à côté de toi pendant ce temps-là, parce qu'on sait la radicalisation, tout ça, machin. Ok ? Laïcité de contrôle, posture de méfiance. Troisième type de laïcité, laïcité séparatiste stricte. Ok, on applique au pied de la lettre la séparation. La religion, c'est pas mon taf. Moi, je suis travailleur social. Je suis pas travailleur religieux, je suis pas curé, je suis pas rabbin, je suis pas imam. Merde. Donc Kevin, tu fais ce que tu veux, mais c'est pas mon taf. Quatrième forme de laïcité, la laïcité séparatiste inclusive. On accepte le fait que les religions constituent dans la société des institutions importantes pour certaines personnes. Et donc, on accepte de dialoguer avec les religions sans leur donner trop de place, parce que quand même, c'est pas trop notre taf. Mais donc, on va pouvoir orienter les jeunes vers des personnes dont c'est le taf. Donc, on accepte quand même le dialogue, on accepte quand même d'aller sur le sujet, mais en disant, écoute, Kevin, il y a des gens dont c'est le métier, viens, on va aller voir un aumônier, un imam, pour t'accompagner là-dessus. Ces 4 premières formes de laïcité sont, pour Jean Bobéro, des laïcités qui s'affrontent déjà dans l'espace public et dans le Parlement, politiquement, dès 1905, 1880, dès la Troisième République. C'est des trucs vieux comme le monde. Plus récemment, d'autres formes de laïcité émergent. La 5e, plus compliquée à penser dans le travail social, puisque c'est une laïcité plus scolaire,
qui est une proposition de Paul Ricoeur, le philosophe, qui dit quoi? Qui dit grosso modo, l'école française est trop fermée sur elle-même, elle ne propose qu'une conception de la vie républicaine. Le but de l'école devrait être de s'ouvrir à toutes les mouvances, les tendances, les interprétations de la vie bonne qui sont diffusées dans la société, parmi lesquelles les religions. Il faut donc laisser une plus grande place au sein de l'école aux religions. Horreur, oh désespoir. Mais c'est la proposition qui est faite par Paul Ricoeur, reprise par certains penseurs et qui explique la place de cette laïcité-là. Dans le travail social, c'est plus compliqué. Mais on pourrait se dire, bon, Kevin, c'est bien que tu t'intéresses à l'islam. Écoute, je vais proposer qu'on rencontre un rabbin, un imam, un curé, pour qu'ils puissent te présenter un peu les différentes religions, et puis tu feras ton choix. Voilà, ça pourrait être un peu ça. Ma petite préférée. La laïcité identitaire. Alors c'est une laïcité extrêmement intéressante qu'on va pas forcément uniquement centrer sur l'extrême droite. Elle est reprise évidemment par l'extrême droite, mais je la retrouve beaucoup, de manière très implicite, dans le discours de certains travailleurs sociaux, et je suis sûr que certains d'entre vous vont s'y retrouver. Et c'est pas le facho qui est en vous qui parle. Vous inquiétez pas. La laïcité identitaire, elle dit quoi? Elle dit, bon, grosso modo, on est dans un pays de tradition judéo-chrétienne. Ça se voit, notre culture est judéo-chrétienne, nos bâtiments, notre histoire, notre patrimoine est judéo-chrétien. Il est donc normal que ces religions-là soient plus présentes que les autres. Il est normal que l'on fête Noël et pas Hanouka. Bon, pas l'Aïd. Il est normal qu'on fête Pâques. Disent les partisans de cette laïcité, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et donc, ça va venir expliquer un problème que je retrouve très souvent dans mes interventions dans les équipes, qui est, mais on fait quoi à Noël? Est-ce qu'on met une crèche? Est-ce qu'on met un sapin? Est-ce que le sapin, c'est religieux? Oh non, c'est culturel, ça va alors. Est-ce qu'on offre des cadeaux? Mais on offre des cadeaux pour fêter la naissance de Jésus. On offre des cadeaux parce que c'est le Père Noël qui les apporte. Puis le Père Noël, est-ce qu'il est religieux? Des questions. Voilà. Mais si on est neutre, est-ce qu'il faut vraiment fêter Noël? Et puis les gamins qui viennent nous dire, ouais, putain, on fête Noël, et pour l'Aïd, on fait rien, c'est abusé. Bon. Et là, on voit voir effectivement des éduques, des travailleurs sociaux, qui vont dire, bon, quand même, c'est quand même un truc important, Noël. On ne peut pas ne rien faire. Ça serait trop bizarre. Et puis, ça serait de la cancel culture. On est woke, mais quand même, il ne faut pas pousser. Des questions hyper intéressantes qui me semblent fondamentales, mais qui témoignent qu'on a peut-être tous, au fond de nous, un peu de laïcité identitaire. Septième forme de laïcité, et là c'est l'Alsacien qui vous parle. Au feu de Torminor-Mol, la laïcité concordataire. Alors vous savez peut-être que chez nous en Alsace-Moselle, on n'a pas le même régime que chez vous. Alors régime, il y a la choucroute et tout, mais je ne parle pas de ça. On a un régime concordataire. Régime concordataire, c'est-à-dire que chez nous, on paye nos impôts, paye les rabbins, les curés et les pasteurs. Nos impôts payent des profs de religion dans les écoles publiques, sur le temps scolaire. C'est le ministre de l'Intérieur, notre cher Gérald, qui nomme l'évêque de Strasbourg. Mais ouais. Et certaines voix, effectivement, c'est très local. Mais c'est Jean Bobéro qui le dit, c'est pas moi, je vous jure, c'est un hasard.
disent nous, on a un rapport au religieux beaucoup plus décrispé que dans la France de l'intérieur. Parce qu'on a l'habitude de collaborer avec les cultes. Oh, on n'est pas là comme chez vous, là, genre, oh, les religions, gna 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 gna. Non, on est beaucoup plus décrispé. Et donc, pourquoi pas, plutôt que de vouloir ôter le concordat chez nous, mais faire le concordat partout, à la mode allemande, en fait. Régime de coopération avec les cultes. En Allemagne, c'est un régime de coopération. C'est la majorité des pays du monde ont ce type de régime. Régime de coopération, État et culte. Et donc, on reconnaît les cultes, on les finance, et en contrepartie, ils prennent en charge une partie du social, entre autres. En Allemagne, si vous êtes travailleur social, vous avez à peu près 60 à 70% de probabilité de bosser pour le Secours catholique ou l'équivalent protestant. C'est deuxième et troisième employeur allemand, tout secteur confondu. Plus que Mercedes. Ça, c'est les 7 laïcités de Jean Bobéro. Moi, j'en rajoute une 8e qui me semble manquer, et je lui en ai parlé et il est d'accord. Donc, je l'ai rajoutée. Laïcité multiculturelle. Un certain nombre de voix disent, la laïcité telle qu'on l'a connue en France et telle qu'elle s'est construite dans la Troisième République, s'est construite dans un contexte, grosso modo, monoculturel. Dans une société multiculturelle, ça ne marche plus. Il faut donc revoir complètement le modèle universaliste républicain. Pour ceux qui ne voient pas trop, le modèle universaliste républicain, il dit quoi ? Il dit, on est d'abord français. D'abord pareil. On est des humains. Et c'est ça qui prime sur tout le reste. Nos différences ne doivent pas rentrer en compte. Ce qui explique qu'en France, l'État n'a pas le droit de demander la religion des gens, l'origine ethnique, etc. Modèle universaliste républicain. Ces personnes disent il faut retourner ça et aller sur un modèle à l'anglo-saxonne et reconnaître d'abord les particularités de chaque personne. On est alsacien, ch'ti, musulman, berbère, arabe, etc., etc., etc. C'est ça qui doit primer sur le reste. Ces appartenances spécifiques dans une société multiculturelle doivent primer sur l'appartenance commune, universelle, abstraite, etc. Ceux qui sont contre appellent ça du communautarisme. Et en France, on a très peur du communautarisme. Je vous ai présenté 8 interprétations de la laïcité. J'imagine qu'au fur et à mesure de ce que je vous raconte, pour ceux qui ne sont pas encore en train de dormir, vous êtes sentis plus ou moins proche de l'une ou de l'autre. Et vraisemblablement, vous ne partagez pas la même opinion que votre voisine ou que votre voisin. Eh bien ça pose pas de problème, là, on s'en fout. Mais en équipe éducative, le jour où il y a une situation, où il y a Kevin, ça va exploser. Parce qu'on ne s'est jamais posé la question. Moi, dans la majorité de mes interventions, quand je demande un peu, alors vous avez quoi sur la laïcité dans votre asso ? On me dit, on a mis, oui, nous sommes une association laïque, alors il faut rester neutre. Sérieux. Alors déjà, c'est une compréhension de la laïcité quand même à minima très partielle et très partielle, mais en plus très souvent juridiquement fausse. Face à un tribunal, ça ne tient pas. Donc, cette interprétation de la laïcité, le fait que ce soit le bordel, le fait que ce soit compliqué, le fait qu'il n'y ait pas de définition dans le droit, fait qu'on préfère éviter le débat dans le travail social, et on préfère se contenter de dire « oui, on a une association laïque, alors... Il est bon qu'une société débatte. Le travail que j'ai fait là, avec les 8 interprétations, je vous envoie le PowerPoint, vous le refaites avec vos équipes, vous le refaites en cours, c'est super simple à mettre en place. Ça permet de prendre conscience de la complexité de cette question et ça permet de se dire, mais au final, on veut quoi, nous, dans notre service ? On veut quoi dans notre asso ? C'est quoi notre laïcité ? C'est quoi qui serait bien pour les personnes qu'on accompagne ?
vraisemblablement pas l'une des 8, un mélange de plusieurs. Là, c'est drôle, je suis en train de faire ce taf, là, exactement avec mes collègues de l'IRTS de Strasbourg, de l'ESEIS, parce que la question se posait chez nous, en fait, on fait quoi? On avait des jeunes qui voulaient prier dans une salle à l'IRTS. Alors, tout le monde en PLS, on fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? Alors moi, ça fait 15 ans que je fais ce genre de formation. C'est peut-être bien qu'on se pose la question à notre tour. Et on fait ce travail. Et on a produit un document qui dit, voilà, pour nous, c'est ça. Et ça, c'est pas hyper compliqué. Chacun peut le faire chez soi. Parce qu'il y a une chose qu'on a tendance à effacer aujourd'hui, c'est que la laïcité a toujours été un débat. On a tendance un peu à idéaliser la Troisième République, les hussards noirs, les temps bénis de la laïcité. Et on a tendance à idéaliser ce temps-là en imaginant une espèce de laïcité. Non, mais pas du tout. C'était le bordel. Jules Ferry, Aristide Briand, ils s'étaient en sandwich entre une extrême gauche hyper anticléricale qui voulait des lois super vénères pour grosso modo faire disparaître l'infâme, comme disait Voltaire, faire disparaître la religion et libérer enfin les gens, et une extrême droite catholique monarchiste qui disait alors la République, de toute façon, on sait, dans 10 ans, vous vous cassez la gueule et on remet un roi sur le trône de France. Il était là-dedans. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré faire voter ces lois avec les catholiques modérés qu'avec l'extrême gauche. C'est ce que Jean Bobéro appelle le pacte laïque. Les Jules Ferry, les Aristide Briand, ils avaient une seule peur, c'était de réactiver ce qu'on a appelé la guerre des deux France, France catholique versus France républicaine, qui naît de la Révolution française. Et pour éviter de réactiver cette guerre des deux France, il fallait un compromis. Et les lois Ferry et les lois Briand sont des compromis. Si eux ont réussi à le faire au XIXe siècle, pourquoi nous, on n'arriverait pas à le faire dans le travail social? Chez Ferry, ce compromis, on va le voir à plusieurs aspects. Un aspect dont vous avez peut-être entendu parler, puisqu'on en a pas mal parlé au moment de l'assassinat de Samuel Paty, c'est la lettre de Ferry aux instituteurs. En 1883, Jules, il sent que c'est un peu chaud dans les campagnes françaises. Grosso modo, la loi de laïcisation de l'école, qui passe en 1881, et pas forcément toujours très bien accueilli par les bons pères de famille, etc. Par le curé du village, on n'en parle pas. Laïcisation du personnel scolaire. On vire les bonnes sœurs, on met des instituteurs. Ça passe mal, et donc il écrit une lettre aux instituteurs qui est assez géniale. Extrait. Si parfois vous étiez embarrassé pour savoir jusqu'où il vous est permis d'aller dans votre enseignement moral, voici une règle pratique à laquelle vous pourrez vous tenir. Au moment de proposer aux élèves un précepte, une maxime quelconque, demandez-vous s'il se trouve à votre connaissance un seul honnête homme, à cette époque les honnêtes femmes, qui puisse être froissé de ce que vous allez dire. Demandez-vous si un père de famille, pareil, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire. Sinon, parlez hardiment. Incroyable. L'un des pères fondateurs de la laïcité, qui dit, grosso modo, si tu sens que c'est chaud, ferme ta gueule. Alors évidemment, il faut le comprendre un peu différemment, c'est très spécifique sur l'enseignement moral, mais ça nous rappelle à quel point Jules Ferry avait peur, et il l'a dit plusieurs fois à la tribune au Parlement, il avait peur de réactiver la guerre des deux France. Donc il appelait à la prudence ces instituteurs, ces hussards noirs de la République qui amenaient la bonne nouvelle des valeurs de la République dans les écoles. En 1905, c'est la même. Aristide Briand, il écrit une loi qui est incroyable.
Alors, qui va expliquer tout le bordel, les interprétations et tout, mais moi j'aime beaucoup cette loi. Article 1. Donc là, on est dans la loi de séparation des églises et de l'État. On est dans le saint des saints de la laïcité. S'il n'y avait qu'une seule loi, c'était celle-là. Article 1. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes. Alors attends Aristide, là, explique-moi bien là. Là, tu es là pour séparer. Et tu dis quoi là? Tu sépares que dalle. Tu dis, moi, République, mon job, c'est de te permettre à toi, citoyenne, et à toi, citoyen, d'être libre en conscience, de croire ou de ne pas croire. Et tu t'arrêtes pas là. Tu continues en disant, moi, République, je suis là pour te garantir à toi, citoyenne, à toi, citoyen, que tu puisses pratiquer ton culte. Si tu ne peux pas pratiquer ton culte, c'est de ma faute. Et elle est où la séparation, là? Elle est où la neutralité? C'est pas ce qu'il y a écrit dans l'article 1. Par contre, c'est écrit dans l'article 2. Allons voir. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Voilà, là c'est fait. Là on sépare. Et là, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un petit souci? Attends, mettez-vous à la place de la République, ça fait pas de mal parfois. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, alors moi, je suis là, c'est super important pour moi, République, que vous soyez libre en conscience et que vous puissiez pratiquer votre culte. Alors par contre, je ne reconnais aucun culte. Wow! Il faut savoir, comment tu fais pour me permettre d'être libre en conscience et de pratiquer mon culte si tu n'en reconnais aucun? Ambivalence et paradoxe. Génie de la laïcité. C'est génial. Hein, l'idée, c'est de dire, en fait, pour te permettre d'être libre en conscience et de pratiquer ton culte, je dois absolument ne pas en reconnaître. Parce que si je commence à reconnaître, ça devient le bordel. Mais évidemment, ça laisse la place à plein d'interprétations différentes. Parce que c'est ambivalent. Mais on a dans la deuxième partie du second article un indice qui nous concerne, nous, travailleurs sociaux, sur comment ça doit peut-être s'interpréter. Regardons-y de plus près. Pourront toutefois être inscrits au dit budget les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Ah, il y a des travailleurs sociaux là-dedans, ça va être intéressant. Là, on a envie de dire, Aristide, tu craques ton slip. Pourront toutefois être inscrits au dit budget. Tu viens de dire, je reconnais, je salarie, je subventionne aucun culte. Et dans la phrase d'après, article 2, c'est-à-dire que tu ne le casses pas à l'article 40, genre exception. Non. Dès l'article 2, tu nous dis, alors en fait, je vais reconnaître, je vais financer et je vais subventionner des cultes dans un certain nombre de cas. Et entre autres, dans des établissements publics tels que les hospices, les asiles et les prisons. C'est quoi qui caractérise ces lieux de culte? Ces lieux. Ouais, alors on va les laisser de côté. Si vous voulez, je vous en parle en question. Ça nous intéresse un peu moins, mais je pourrais répondre. Il y a aussi les écoles. Ouais. Et d'ailleurs, c'est toujours valable aujourd'hui. Vous pouvez avoir des aumôniers rémunérés par l'État dans les écoles. C'est très peu usité. Mais c'est possible. Mais consacrons-nous à ce qui nous intéresse directement dans le travail social, là. Hospice, asile, prison. Le lieu d'enfermement. Et ça, c'est génial parce que ça nous donne un indice pour nous, travailleurs sociaux. Ça dit quoi? Ça dit, moi, République, je suis là pour te permettre d'exercer librement ton culte. Et si toi, citoyenne, citoyen, tu peux pas, parce que tu es malade, parce que tu es en prison, parce que tu es fou, eh bien, si tu ne peux pas aller au culte, moi, je vais faire venir le culte à toi. Et je trouve que ça dit quelque chose de notre rôle dans la laïcité. Tu travailles en MEX, le jeune,
ne peut pas aller au culte. Est-ce que ce n'est pas à toi de faire venir le culte à lui? Alors évidemment, hein, là, c'est l'État. Nous, on bosse très majoritairement pour des assos. Hein, donc, toute proportion gardée. Mais on parle souvent d'interprétation de la laïcité. Et là, on a quand même, je trouve, un indice de la manière dont il faut comprendre, en tout cas, les intentions des pères fondateurs, là, qu'on idéalise toujours, sur la laïcité. Hein. La loi de séparation des églises et de l'État, ce n'est pas du tout une loi anticléricale ou anti-religieuse. Ou en tout cas, je ne le vois pas, moi, là, dans les 2 premiers articles. C'est une loi d'émancipation de l'État vis-à-vis des religions. Ça, c'est évident. Mais c'est aussi une loi qui laisse aux citoyennes et aux citoyens la possibilité d'exercer son culte et même à l'État de financer ces cultes-là. On voit bien le compromis, ce que Jean Bobéro appelle le pacte laïque, qui est fait à ce moment-là par Aristide avec les catholiques modérés du Parlement. Ça va jusque-là? Alors, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, parce que je suis un peu long. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on a des conceptions très monolithiques de la laïcité. Grosso modo, laïcité égale neutralité. C'est pas ça. Alors, ça peut être ça. Ça peut être une interprétation, mais c'en est qu'une parmi d'autres. On n'est pas obligé. Et souvent, on s'épargne même la possibilité de la réflexion. Et dans le travail social, encore plus qu'ailleurs, pour toutes les raisons qu'on a mentionnées avant. Hein. Donc, réfléchissons ensemble, débattons ces questions-là, plutôt que de nous laisser imposer une conception de la laïcité qu'on n'aurait pas choisie. Deuxième énorme problème, penser le religieux. C'est ma deuxième partie. On a un souci, je trouve, dans le travail social, c'est qu'on ne parle que de la religion quand elle pose problème. Je vais reprendre les 5 dimensions de la religiosité selon Charles Glock. Il dit, finalement, la religiosité, c'est 5 dimensions. Première dimension, la dimension intellectuelle. La religiosité, c'est une réflexion sur la foi, sur les conséquences de la foi dans la vie, etc. C'est des réflexions, c'est de l'exégèse, etc. Deuxième dimension, la dimension idéologique, grosso modo, la manière dont la foi impacte les croyances, impacte la vie sociale, etc., etc., etc. Dimension rituelle, la religion propose un cadre, propose des actes rituels qui permettent d'entrer en communication avec le divin, avec la transcendance, etc. Quatrième dimension, la religion, c'est des conséquences séculières. Hein. On peut penser à Max Weber, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. On peut penser aux conséquences, entre guillemets, toute religion, toute manière d'être croyant a des conséquences sur la vie qu'on mène. Mais on a du mal, dans le travail social, mais en général en France, à penser la dernière dimension, la dimension expérientielle du religieux. La religion, c'est une expérience, c'est de la foi, et c'est ça, quand on interroge les gens qui croient, qui vient en premier. La religion, ça leur fait du bien. Alors après, on peut venir avec notre truc marxiste de travailleur social en disant non, mais en fait, cette aliène, en vrai, vous ne leur ôterez pas que eux, ce qu'ils en disent, ce qu'ils vivent, c'est que ça leur fait du bien. La dimension expérientielle, elle est essentielle. Et le problème, c'est qu'on ne pense jamais la religion à partir de là. On ne le pense qu'à partir des autres dimensions, puisque c'est souvent ces autres dimensions qui nous font chut, qui nous embêtent beaucoup.
Lorsqu'on se concentre uniquement sur la dimension pratique du religieux, on se coupe d'une partie importante qu'on pourrait résumer donc par le concept de spiritualité. Ce terme de spiritualité, il est super pratique. Parce que la spiritualité, c'est cool. La religion, c'est mal. Elle vient nous rappeler que la religion n'est pas qu'une institution gérant des biens de salut, référence à Max Weber. Elle n'est pas que l'infâme dont Voltaire souhaitait l'abolition, elle constitue aussi une ouverture sur la spiritualité. Aujourd'hui, il suffit d'ouvrir n'importe quelle librairie pour voir le rayon spiritualité et bien-être, où on va pouvoir acheter des livres sur les huiles essentielles, sur le yoga, sur Hildegard von Bingen, sur les mystiques, sur l'astrologie, bref, sur le développement personnel. La spiritualité est un concept très pratique pour ôter la charge polémique de la religion. Mais en fait, c'est de la religion. Hein. C'est le sociologue des religions qui vous le dit. Hein. C'est du religieux soft, c'est du religieux désinstitutionnalisé, mais c'est du religieux. Et donc, j'ai été invité ici parce que j'avais fait une conférence à l'ENPJJ, là, à Roubaix, pas loin de chez vous, sur ce thème-là. Et pour la première fois, je voyais une institution majeure du travail social, la PJJ, qui intitule un truc non pas la religion et le travail social, comment ça nous fait chier, non, qui dit religion et spiritualité dans le travail social. Et on a eu, pendant 2 jours, des gens qui disaient à quel point c'est important d'écouter, d'accompagner, de s'appuyer sur la spiritualité et la religion. J'ai halluciné. Ça fait 15 ans que je prêche ça. Et là, pour une fois, la PJJ fait 2 jours là-dessus, j'étais aux anges. Alors, attention, on va voir, il y a des limites. Hein. Mais déjà, il faut se réjouir de ce qu'on a. Bon. Quelle place du religieux dans l'intervention sociale ? Bon, là, je vais aller assez vite, parce que je crois que ceux qui participent régulièrement à ce cycle de conférences, vous avez eu des gens bien meilleurs que moi qui vous ont raconté plein de trucs là-dessus. Mais je voulais faire un petit tour comme ça de panorama sur, au final, c'est de quoi on parle quand on parle de religion dans l'intervention sociale. Et est-ce qu'on peut décrisper un peu tout ça ? Alors déjà, je vous ai mis ce petit schéma, j'ai complété le schéma d'avant. Hein, donc j'ai rajouté un mot. C'est rigolo, non ? C'est exactement la même forme. C'est ouf. Hasard ? Je ne crois pas. Le boom de la réflexion sur la laïcité correspond très exactement au boom de réflexion sur la laïcité. On a ce que Jean Bobéro appelle une remise en cause du pacte laïque. 1989, première affaire du foulard à l'école. Et depuis, on ne s'en sort plus. Quand j'interviens dans les équipes, dans 90% des cas, les situations qu'on m'amène sont des situations liées à l'islam. Ensuite, on a un peu d'évangéliques et puis un peu de juifs. Alors chez nous, on a pas mal de juifs en Alsace, donc il y a des situations un peu avec la cache-route et tout, c'est un peu compliqué. Mais bon, grosso modo, 90% des situations, c'est des questions liées à l'islam. La République est en PLS, le travail social est en PLS. On ne sait pas quoi faire de ça. Je déteste, j'ai pas mis les numéros de page sur mes papiers, je suis... Ça, c'est fait. Pourquoi cette attention sur l'islam ? Dans un article de 1995,
Le philosophe Joël Roman, qu'apparemment vous avez invité il y a quelques années, explique ça de la façon suivante. Bon, quatre manières de comprendre ça. Première manière, raison géopolitique. La montée en puissance de mouvements fondamentalistes et djihadistes à l'échelle de la géopolitique mondiale. Révolution iranienne, 1979, un choc. Parce que la religion, c'est pas que des vieux barbus, c'est des étudiants qui font la révolution et qui amènent un État théocratique, la République islamique d'Iran. Montée en puissance de l'Arabie saoudite qui va arroser à coups de pétrodollars des prêcheurs prônant un islam très fondamentaliste. Attentat du 11 septembre, Kelkal, Charlie Hebdo, etc. Vous connaissez le reste. La géopolitique a un rôle important dans cette centration sur l'islam. Okay. Deuxième raison, une essentialisation d'une religion perçue comme étrangère. Grosso modo, l'islam en France a toujours été perçu comme la religion chelou. Ce que certains philosophes et penseurs de la laïcité appellent la catho-laïcité. Genre le normal, c'est le Blake, blanc, lumière, Europe, chrétien. C'est l'équivalent du WASP anglo-saxon, White Anglo-Saxon Protestant. Blanc, lumière, chrétien. C'était ça. Moi, je suis normal. Voilà. Blanc, lumière, Europe, chrétien. Ouh. Mais alors, si tu déroges, tu es différent. Tu es étranger et on a toujours eu du mal à reconnaître que l'islam est une religion française. Troisièmement, la question des banlieues et la crainte du communautarisme. Je ne vais pas vous refaire, vous avez eu sûrement plein de cours de socio là-dessus et ça vous connaissez par cœur. Hein, mais grosso modo, je pense que si j'avais repris la courbe, là, j'aurais rajouté banlieue. Open bar. Hein. Je fais le pari. Hein. Pas de souci. Donc je ne vais pas passer 3 heures là-dessus. Et quatrièmement, évidemment, la question de l'école et de la laïcité. C'est hallucinant à quel point l'école est corrélée à la question de la laïcité et de l'islam. L'origine même de la crise, cette affaire du foulard à Creil en Essonne, on est dans l'école. La dernière en date, les abayas, ça m'a bien fait marrer quand même, cette histoire. Et les jeunes, de toute façon, ils trouveront toujours. Je veux dire, vous pouvez tout faire, ça sert à rien. Ils sont trop forts pour vous. Les abayas, voilà, école. Et puis Samuel Paty, et puis etc. Enfin voilà, l'école est au cœur de la réflexion sur laïcité, islam, etc. Et nous, dans le travail social, on scoltine tout ça en fait. On hérite de tout ça. On hérite de cette panique morale vis-à-vis de l'islam, de notre incapacité de penser de manière apaisée cette question. Et donc on se retrouve avec 4 situations professionnelles un peu classiques, dans laquelle la question religieuse émerge. La première, c'est celle à laquelle vous avez déjà tous et toutes été confrontés, si vous êtes en poste et si vous êtes en stage, peut-être déjà, les revendications religieuses. Et effectivement, on a un certain nombre de jeunes qui vont revendiquer une identité religieuse et qui vont se retrouver face à ces éduques sécularisés plus, pour qui, au mieux, la religion, c'est un truc dépassé, et au pire, la religion est un truc qui nuit gravement à la santé. Et donc, ils vont se retrouver face à des éduques qui vont leur faire comprendre que quand même, ils font chier là, en fait. Hein, pourquoi tu demandes à bouffer halal ? Tu fais ça pour nous faire chier, en vrai. Hein, c'est ta manière, à toi, adolescent, de chercher la rupture ? Bon. Je ne vais pas passer 3 heures dessus. Le communautarisme, on en a déjà un peu parlé. C'est une question qui serait peut-être importante à étudier de manière un peu approfondie. Est-ce que les musulmans sont communautaristes ?
comme on cherche à nous le dire. C'est vrai que le communautarisme dans une république universaliste, une et indivisible, c'est compliqué. Ce qu'on constate dans les différentes enquêtes, alors c'est intéressant parce qu'on a des enquêtes qui sont compliquées à interpréter. On demande par exemple aux musulmans français, est-ce que pour vous, ça serait important qu'il y ait des écoles privées musulmanes ? 70% oui. Ah, regardez, ils sont communautaristes, ils veulent... Question d'après. Seriez-vous prêt à scolariser vos enfants dans une école privée musulmane ? 80% non. Bon, ils sont quoi alors Bon. Hein 80% des musulmans interrogés approuvent la phrase « En France, seule la laïcité permet à des gens de convictions différentes de vivre ensemble. » Pas communautariste. Après, on constate qu'effectivement, il y a une légère endogamie supérieure chez les communautés musulmanes. Endogamie, le fait de se marier avec un comparse religieux. Si on fait le même travail chez les grands bourgeois, on frôle les 100% d'endogamie. On leur a jamais dit d'arrêter de faire ça. On pourrait se mélanger quand même. De manière intéressante, en 2021, le gouvernement a préféré éviter le terme de communautarisme lorsqu'il a fait voter sa loi contre le séparatisme, qui d'ailleurs ne s'appelle pas loi contre le séparatisme, mais loi promouvant les valeurs de la République, un truc comme ça. Parce que le communautarisme, c'est très compliqué à prouver scientifiquement. Le séparatisme aussi, mais on ne connaissait pas, donc ils se sont dit poudre de perlimpinpin. Bon. Troisième situation, là pour le coup plus complexe. Le fondamentalisme. Alors attention, la slide fait peur. Je préviens. Warning. Le fondamentalisme est certainement l'endroit où moi, sociologue des religions, je suis le plus... c'est le plus compliqué. Parce que le fondamentalisme, alors là je parle du fondamentalisme religieux, pose effectivement des questions existentielles aux valeurs du travail social. Les valeurs d'une majorité de courants fondamentalistes vont venir s'opposer à un certain nombre de valeurs centrales du travail social. Et au passage aux valeurs de la République. Et c'est quelque chose qui est une question démocratique essentielle. À quel point une société peut-elle accepter des personnes qui ne partagent pas les valeurs majoritaires et les valeurs de la société dans laquelle ils vivent. Et à cette question, le travailleur social, il est bien emmerdé. Parce que lui, son mandat, sa mission, c'est d'accompagner les gens, quels qu'ils soient. Et donc, on va assister sur cette question à des pratiques extrêmement divergentes, à des postures extrêmement divergentes, mais c'est vrai que c'est jamais très agréable de sentir le poids d'un regard outré, parce qu'on est une femme ou un homme dans le cas, ou le poids d'un... Voilà, peu importe, mais il y a des choses effectivement extrêmement embêtantes sur le fondamentalisme. On a fait une recherche là récemment avec la fac de Strasbourg qui s'appelait Rigoral, rigorisme et radicalisation. On essayait de comprendre en fait de quoi on parle quand on parle de fondamentalisme. Et c'est pas inintéressant, je vous en parle très rapidement parce que ce qu'on a essayé de raconter, c'est que en fait c'est plus compliqué que, on a une image du fondamentaliste un peu caricaturale. Grosso modo, on a soit un barbu qui va refuser de nous serrer la main, qui va détester la République, et on a une femme, alors très 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 voilée avec des gants et tout,
qui va aussi se refuser de serrer la main et qui va avoir un discours vraiment très fondamentaliste. Bon. Ce qu'on s'est rendu compte dans notre enquête, c'est qu'en fait, on confondait souvent deux choses. Alors, attention, concept. Intransigeantisme et intégralisme. J'explique très rapidement, c'est pas super compliqué. Intégralisme, j'intègre tout dans ma vie au religieux. C'est le contraire de la sécularisation. Grosso modo, tout dans ma tête, tout dans ma vie est pensé religieusement. Si vous avez déjà croisé des gens comme ça, par exemple, en islam, on va passer la porte du bon pied pour éviter qu'un djinn nous assaille de l'autre côté de la porte. On va faire une petite prière quand on va rentrer dans la voiture. Tout est toujours pensé religieusement. Ça, c'est l'intégralisme. L'intransigeantisme, c'est le rapport à l'altérité, le rapport aux autres qui ne partagent pas ma conviction. Et là, en fait, on constate, dans notre échantillon de personnes qu'on a interrogées, de fondamentalistes qu'on a interrogés, qu'il y a plein de postures différentes. Et nous, en général, on a tendance... Alors, donc là, le tableau, il a été fait par quelqu'un qui a fait un travail sur les chrétiens intégristes. Donc c'est pour ça que ça s'appelle christianitude, mais ça marche quelle que soit la religion. Ah oui, c'est vachement haut. Bon, je peux pas montrer, en fait. Nous, l'image qu'on a généralement du fondamentaliste, en fait, c'est qu'une case. C'est ce qu'il a appelé christianitude. On a des gars intégralistes et intransigeants. Genre, grosso modo, tu partages pas ma foi, t'es un mécréant, va pourrir en enfer. Et je pense tout religieusement. Mais en fait, on a des manières d'être fondamentaliste extrêmement différentes. On a par exemple des gens hyper intégralistes, genre ma vie c'est Dieu, c'est la religion, mais hyper ouverts à l'altérité, hyper ouverts à des athées, à des gens qui quittent l'islam, c'est leur vie. Moi, je ne suis pas là pour juger les autres. Dieu est miséricordieux, etc., etc. On a plein de prêcheurs sur le net qui ont des postures comme ça, mais par contre, qui sont dans un intégralisme total, quoi. Le religieux, c'est all my life. Et puis, on a l'inverse. On a des jeunes, mais alors, la religion, balèque. Mais alors, par contre, si tu ne partages pas ma religion, ça, on les trouve beaucoup dans le travail social. Et ceux qu'on accompagne, il y en a plein des comme ça, ils connaissent que dalle. Mais alors par contre, ils vont vous faire la morale, ils vont vous faire la leçon parce qu'ils voient bien, ou ils imaginent bien que tu ne partages pas leur religion. Ce qu'il a écrit, la stabilité. Bon, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Mais vous voyez bien qu'il y a plein de manières différentes d'être fondamentaliste et qu'on n'accompagne pas de la même manière. Et qu'on a souvent tendance, dès qu'on entend une parole un peu religieuse, un peu rigide, comme ça, à s'imaginer la totale. Ben non. En fait, c'est plus compliqué que ça. Voilà. Rigorisme, je passe, parce que sinon on n'aura pas trop le temps de discuter. Non, quand même, je vais vous dire un mot. Rigorisme, là, ce qu'on a essayé de montrer, c'est qu'en fait, la même chose se joue en interne. Vous savez, les religions adorent se disputer entre elles. Ben, pas entre elles, catholiques et musulmans, hein. Au sein même de la religion. Hein. Les musulmans, ah ouais, toi, ta manière de pratiquer, ça va pas du tout. C'est pas de l'islam, ton truc, là. Voilà. Et bien là aussi, dans les mouvements fondamentalistes, on a plein de rapports différents à l'externe et à l'interne, et ça va témoigner comme ça d'une diversité de représentations, d'une diversité de rapports à ses propres coreligionnaires et à l'altérité. Et c'est pas souvent le fondamentaliste, on imagine si t'es pas salaf comme moi, t'es un mécréant. Et alors en plus, si t'es pas musulman, de toute façon, non, c'est plus compliqué que ça. On peut avoir des postures, des manières de voir hyper différentes en fonction des personnes qu'on rencontre. Et ça, il faut le comprendre, l'accompagner
quand on est face à des familles, des personnes dans ce type-là de religiosité. Et ça me semble être un défi démocratique majeur, parce que oui, souvent ça fait un peu mal, parce qu'on est sur des, entre autres sur l'égalité homme-femme, voilà, c'est compliqué. Mais pas uniquement. Hein. C'est des valeurs effectivement avec lesquelles qui s'opposent fondamentalement à un certain nombre de valeurs du travail social. Mais quel est notre devoir là-dedans ? L'accueil ne doit-il pas être inconditionnel ? Alors vers où ça nous amène tout ça ? Et bien vers la troisième partie. Quelle transition incroyable. Bon, en fait, la question, c'est on fait comment maintenant qu'on a dressé un portrait quand même relativement compliqué de notre rapport à la religion. Bon, on l'a compris, le contexte brûlant vis-à-vis du religieux en général et de l'islam en particulier rend difficile une appréhension apaisée du religieux dans le travail socio-éducatif. Il n'a pourtant jamais été autant nécessaire de s'atteler à la tâche et c'est notre job. Dès demain. Si on hérite d'une méfiance vis-à-vis du religieux, qui s'explique par l'histoire de notre secteur, par l'histoire d'un cléricalisme qui a longtemps cherché à garder la main mise sur le travail social, sur la société civile, sur le pouvoir politique, l'évolution actuelle de la société française nous oblige à dépasser cette méfiance. Comme on l'a évoqué précédemment, le concept de spiritualité permet de désamorcer un peu la charge polémique contenue dans la religion. Donc si votre chef de service ne veut pas entendre parler, ou votre directeur ne veut pas entendre parler de religion, vous parlez de spiritualité. Il va adorer. Comme le rappelle François Lefebvre, un psychologue québécois, dans un article intitulé « La prise en compte des dimensions religieuses et spirituelles dans l'intervention psychosociale », il ne s'agit pas d'asseoir l'accompagnement sur la spiritualité. On ne va pas commencer à faire ça, ce n'est pas notre job. Mais d'accepter le religieux, le spirituel, comme partie intégrante de l'identité de la personne qu'on accompagne, à l'image des autres dimensions de son identité. Cette prise en compte de la dimension spirituelle s'inscrit dans une exigence qu'est notre société multiculturelle. Autrement dit, ignorer cette dimension, c'est amputer l'autre d'une partie de ce qui le définit. À partir de ce cadre, on peut esquisser plusieurs situations pour lesquelles il pourrait sembler intéressant de mobiliser la dimension spirituelle dans l'accompagnement. Ce n'est pas exhaustif, je suis sûr qu'il y en aurait d'autres. C'est celle à laquelle j'ai souvent été confronté et que je vous livre très rapidement pour conclure. Première chose que je tiens à dire, c'est qu'attention, on ne va pas faire de la religion l'alpha et l'oméga. C'est juste que bien plus souvent, ce que je constate, c'est qu'on s'empêche de penser cette affaire-là, qu'on ne veut pas le prendre en charge, qu'on ne veut pas l'accompagner. Mais après, ça ne sert à rien d'en faire tout un pataquès. On le fait s'il y a besoin. On en discute en équipe. Première situation la plus évidente, c'est l'accompagnement des jeunes en quête spirituelle et religieuse. Que ce soit un souhait de conversion, que ce soit des exigences liées à une pratique religieuse ou par simple intérêt intellectuel, on a souvent ces situations qui apparaissent. Et là, on va peut-être rappeler que c'est peut-être de notre devoir d'entendre et d'accompagner ces demandes. C'est la réflexion que je vous ai proposée sur l'article 2 de la loi de 1905. Déontologiquement, on doit répondre aux besoins de la personne qu'on accompagne. Le besoin spirituel est un des besoins qu'il peut exprimer. Ça ne note pas que peut-être il le fait pour nous faire chier.
Mais on ne va pas partir de ce principe-là. Seconde situation qui va avec la première, en général, quand on m'appelle, c'est qu'il y a une situation qui a fait exploser le service. On dit, ouais, monsieur Michon, là, c'est un peu chaud, vous ne pourriez pas intervenir. Et souvent, la situation, alors quand c'est parfois c'est dans l'équipe elle-même, mais parfois c'est quand c'est un jeune ou un moins jeune, un usager, quoi, c'est trop tard. Et souvent, la question que je leur pose, c'est, bon, vous connaissez un peu, vous avez quelqu'un, vous avez je sais pas, des cultes avec qui vous avez pris contact, avec qui vous avez échangé, vous connaissez les imams dans le coin qui peuvent vous aider, vous accompagner là-dedans? Ah non. Vous connaissez le club de foot? Vous connaissez la PJJ? Ah bah ouais. Vous connaissez le... Ah ouais. Mais le culte, non. Ouais. Donc le territoire, vous connaissez tout le monde, sauf le culte. Ah non, mais on ne sait pas, vous savez, ils sont quand même... on ne sait jamais. Les cultes doivent être considérés comme des partenaires comme les autres. Comme dans les clubs de foot, il y a des connards. Eh bien, dans les mosquées, dans les églises, c'est pareil. Mais il y a des gens très bien qui peuvent vous aider à accompagner des jeunes. Et il n'y a rien de pire que d'aller toquer à la porte de la mosquée uniquement quand ça pose problème. Imaginez le pauvre aumônier, le pauvre imam, on vient le consulter que quand ça déconne. Mais non, considérez-les comme des partenaires, invitez-les à votre journée porte ouverte, invitez-les, allez voir quand c'est l'Aïd, allez visiter, ils adorent ça. Ils sont super contents de faire visiter leur lieu de culte. Et comme ça, le jour où vous aurez besoin d'eux, ce sera plus simple. Vous aurez confiance, ils auront confiance, et ce ne sera pas juste quand il y a une question de radicalisation qu'on va les voir. Ils en ont un peu ras le cul de ça. Voilà, je caricature un tout petit peu, mais c'est pas loin. Dernière situation, le dialogue entre spiritualité, mais bon, on va dire interreligieux. C'est plus simple entre spiritualité. C'est quelque chose que j'ai pas mal fait, moi, avec mes étudiants, mais aussi avec des usagers, avec des professionnels. Il n'y a rien de plus efficace pour désamorcer des préjugés, etc., que de voir des jeunes voir discuter un rabbin et un imam. Alors, ça a l'air tout con, mais d'ailleurs, vous n'avez sûrement jamais vu ça, mais eux, ils ont l'habitude. Dans plein de cas, alors pas tous, hein, évidemment, mais c'est un truc, ils ont l'habitude. Mettre en scène des religions qui dialoguent, c'est un moyen pédagogique assez simple pour prendre un peu de distance avec des postures un peu rigides. Et c'est quelque chose qu'on fait pas mal, en Alsace. Alors c'est vrai que chez nous, on est plus décrispé quand même. Mais bon, je pense que rien n'empêche, là, par chez vous aussi, de se décrisper un peu. Bref, pour conclure, si notre société est sécularisée et se construit largement en dehors du religieux, l'éthique de l'intervention sociale nous oblige à sortir du confort que représente la posture de méfiance vis-à-vis du religieux et nous oblige à accepter de considérer la spiritualité comme une part vivante de l'autre. Parfois problème, la religion et la spiritualité sont aussi des solutions, des leviers d'intervention, si simplement nous osons la considérer comme telle et apaiser notre regard. Je vous remercie pour votre attention. C'est le moment des échanges avec la salle, donc n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez intervenir ou poser une question. Il faut toujours un premier, allez-y, lancez-vous. Tout était clair pour vous? Ah, une question. Merci. Est-ce qu'il existe-t-il des chartes, comme il y a les chartes des usagers, je pense aux personnes âgées dans les EHPAD, pour le respect de la dignité de la personne,
par rapport au respect de l'accueil des gens dans les différentes structures sociales. Oh bah oui, bien sûr. Ça, on a d'ailleurs la dimension religieuse, il est souvent mentionné et on constate qu'il y a parfois un gap entre la manière dont c'est mentionné dans les chartes et la manière dont c'est effectivement réalisé, hein, quand on regarde les projets d'accueil personnalisés, les projets, etc., projets d'établissement. On a parfois ou même parfois des choses contradictoires entre le règlement intérieur et les projets personnalisés, ou etc. Donc oui, bien sûr, on a des choses et les conventions internationales nous obligent à le faire. Mais dans les faits, c'est plus compliqué. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez témoigner, hein, vous n'êtes pas obligé juste de poser des questions. Hein. Vous pouvez aussi critiquer ce que j'ai dit, hein, c'est très, très critiquable. Hein. Moi, je vais partir d'une situation que j'ai rencontrée récemment. Et je travaille dans un centre d'hébergement et un CHS. Et je devais accompagner un couple à un rendez-vous. Et le monsieur avait un empêchement. Et je lui ai proposé d'aller avec madame, vu que on n'a pas forcément besoin des deux en même temps. Donc le monsieur m'a dit, chez nous, les femmes n'ont pas le droit d'être avec les hommes. Du coup, on n'a pas pu aller à ce rendez-vous. Donc, je ne sais pas comment reprendre ça avec ce monsieur. Donc, je vais poser ça ici pour avoir des résultats. Le chez nous implique qu'ils sont étrangers ? Parce que quand il dit chez nous, ok. Ouais. Moi, je pense que là, on est dans une situation qui, au final, a peu à voir avec, a autant à voir avec le religieux qu'avec l'interculturel. C'est-à-dire que ça se pose de la même manière sur plein de situations, et j'imagine que vous avez eu ça à gérer dans l'accompagnement des gens sur plein de situations différentes. Là, on le place du côté religieux, parce que, mais le considère-t-il comme religieux ? C'est une bonne question, ça. Dans ce chez nous, il y a beaucoup de choses. Moi, je pense que quand on est dans l'accueil d'un public primo-arrivant, donc voilà, j'imagine que c'est le cas, se positionner immédiatement sur du chez nous en régime laïque et républicain, ça va pas. Ça va être compliqué. Donc là, par contre, on est vraiment dans la médiation interculturelle, c'est-à-dire comprendre où se trouve l'autre, comprendre où moi je me trouve et amener déjà votre surprise. Hein, dire, voilà, c'est vrai que c'est des choses en France qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on ne fait pas. Par contre, j'entends que pour vous, c'est important. Mais ça pourrait, à l'avenir, vous poser des soucis ou des problèmes, puisque là, vous auriez avancé sur votre dossier si madame aurait pu venir avec moi. Et donc là, on n'avance pas. Donc moi, j'aurais fait quelque chose comme ça. Mais je ne suis pas sûr que ce soit du religieux. Culturel, tradition. Ouais. Mais le religieux, c'est un truc intéressant, petite parenthèse théorique. Je sais que vous adorez la théorie. Olivier Roy, dans un bouquin qui s'appelle La Sainte Ignorance, définit le fondamentalisme de la manière suivante. Il dit les mouvements fondamentalistes, leur génie, c'est qu'ils extraient complètement le culturel et le religieux. Autrement dit, on crée un espèce de religieux pur, complètement dissocié des matrices culturelles dans lesquelles ils ont émergé. Je m'explique. On sait que le catholicisme, il se vit de manière très différente en Pologne, au Sénégal, au Brésil, etc. À chaque fois qu'une religion s'implante quelque part, elle va prendre des traits culturels caractéristiques, se métisser avec les religions d'origine, etc., etc., etc. Le fondamentaliste, ce qu'il dit, c'est non, il existe un religieux pur et il faut l'extraire de ce qui n'est pas vraiment religieux.
Et ça, c'est aussi une manière de concevoir le fondamentalisme. Et c'est ce qui explique que ça marche hyper bien, le fondamentalisme. C'est qu'il n'y a pas besoin que ce soit ancré dans une culture particulière. Ça s'exporte hyper bien, parce que ce n'est pas ancré dans une culture particulière. Et c'est ce qui fait que les fondamentalismes marchent à l'international hyper bien. Voilà, bon, c'est une petite parenthèse, ça n'a pas grand-chose à voir avec votre question, mais je trouvais ça intéressant. Oui. Non, mais j'allais dire merci pour votre intervention. Et moi, je voulais juste rajouter un élément d'info qui peut être utile. C'était dans le cadre de ma formation ici à l'IRTS. Il y avait le collectif Coexister qui était venu. Et je trouve que c'est vraiment une belle association parce que le but, c'est de justement faire rencontrer des athées, des musulmans, des chrétiens, des protestants. Et le but, c'est vraiment de parler ensemble. Et au-delà de ça, c'est surtout pour monter des projets pour un monde meilleur, si je dois être optimiste. Mais c'est vraiment pour souligner l'idée que vous avez émise à la fin, qui est de discuter ensemble et de partager nos regards tous ensemble, quoi. Ouais, super exemple, hein, l'asso Coexister, souvent, s'ils sont actifs par chez vous, ils sont chauds pour venir, ils font des choses chouettes, ils ont des outils pédagogiques souvent assez chouettes pour permettre le dialogue. Donc là, on est vraiment sur l'interreligieux, et puis après aussi continuer le débat sur la laïcité. Hein, ce débat-là, ne vous en exonérez pas, et faites-le avant que ça pète. C'est-à-dire, il n'y a rien de pire que de se poser la première fois la question de la laïcité dans votre établissement une fois que ça a pété. Et c'est souvent le cas, moi, quand j'interviens, c'est que souvent il y a une situation qui a fait exploser l'équipe éducative parce que différentes interprétations de la laïcité, machin. Faites-le avant, posez-vous la question, en fait, c'est quoi l'interprétation de la laïcité qu'on a envie de faire vivre dans notre établissement, service. Bonjour. Il y a un mot que j'ai pas entendu dans toute la conférence qui fait un peu peur, c'est prosélytisme. Parfois, donc je travaille en CER, financé par la PJJ. Et du coup, comment accompagner ces jeunes? Pour moi, je vois l'importance de l'accompagnement vers la spiritualité, même utiliser la religion comme outil pédagogique, enfin éducatif, pas de problème. Mais quelle est la frontière, en tout cas, avec le prosélytisme et un éducateur qui parfois peut-être parler de sa foi, de sa religion et de la manière dont lui l'interprète? Ok, super question. Parce que ça peut être dans deux sens. Ça peut être un jeune qui est prosélyte vis-à-vis des autres jeunes, et ça peut être un éducateur vis-à-vis des jeunes eux-mêmes. Et la réponse est évidemment pas la même. Le prosélytisme, juste petite parenthèse, dans le droit français, est un droit mou, gris. Il n'y a pas de loi générale anti-prosélytisme. Le prosélytisme fait partie de la liberté de conscience. C'est le premier truc. Okay. Il est limité dans la jurisprudence. On a un certain nombre de jurisprudences qui limitent, par exemple, au travail. On n'a pas le droit d'être prosélyte au travail. Déjà, c'est réglé pour votre mec, il n'a pas le droit. Facile. L'éduc. Les témoins de Jéhovah ont le droit de se poster sur la place avec leur tour de garde et tout, tant qu'ils n'importunent pas l'ordre public. Hein. Bon. Après, c'est toujours un droit gris, donc ça veut dire ça va un peu dépendre du juge, ça va un peu dépendre de la situation. Par exemple, nous, on a eu des situations à l'IRTS, là, à l'ESEIS à Strasbourg, où des étudiants ramenaient du matériel religieux. Et donc là, on est plein dans la zone grise. C'est-à-dire qu'on a le droit de parler de religion avec ses collègues. La jurisprudence considère que ça devient problématique à partir du moment où il y a eu refus du matériel et réitération. Genre, tiens, tu veux venir avec moi au culte dimanche prochain? Ce serait bien, je sens que tu es en difficulté en ce moment. Non.
le lendemain. Tiens, ça te dit de venir au culte dimanche prochain, ça serait bien. Tu as l'air d'aller pas bien. Non. Troisième fois, etc. À partir du moment où il y a réitération, on va considérer ça comme du prosélytisme problématique. Et là, on va dire qu'il y a des jurisprudences qui interdisent ça. Hein, voilà. Donc c'est un droit mou. Ensuite, la question, c'est... donc là, sur l'éduc, j'ai envie de dire, c'est très simple. Par contre, souvent, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. C'est-à-dire qu'un gamin qui s'adresse à un éduc et qui lui demande des conseils religieux, ça devient plus problématique, puisque là, on a une demande, on a un besoin. Et souvent, le gamin, il va s'adresser à l'éduc qui a la tête de la religion, ou qui s'est déjà exprimé sur le sujet, et c'est emmerdant dans une équipe éducative. Et moi, ce que j'ai beaucoup vu dans des équipes éducatives, c'est que ça va être l'éduc avec une tête de musulman, je mets plein de guillemets autour, hein, c'est ça qui se passe, qui va prendre en charge les problèmes liés à l'islam. C'est plus simple pour tout le monde. Hein. Tout le monde est content. Hein. Est-ce que c'est idéal éducativement ? Ça me semble compliqué. Dans un certain nombre de situations, moi, ce que je dis, c'est attention, c'est une des balises éthiques fondamentales. On n'est pas curé, on n'est pas imam, on n'est pas rabbin. On n'a pas à se positionner sur la règle religieuse. C'est une balise éthique. Ça veut dire que parfois, effectivement, dans certaines situations, on peut peut-être dire un truc, on peut peut-être, c'est parce que c'est intéressant dans la relation, etc. Mais de manière générale, il vaut mieux éviter. C'est vraiment la position que je tiens. Voilà, il y a des gens dont c'est le métier, orientons-les. Maintenant, les gamins entre eux. C'est intéressant aussi, ça doit vous arriver. Là, on est vraiment dans un truc délicat. C'est-à-dire que ça fait partie de la liberté de conscience. J'ai le droit de parler de ma religion. Mais souvent, laïcité de contrôle, quand tu nous tiens, on est très suspicieux. Et donc, qu'est-ce qu'on laisse faire ? Qu'est-ce qu'on ne laisse pas faire ? Comment on agit éducativement ? Ça va évidemment dépendre de la situation, du jeune en question, du jeune à qui il parle, etc. Mais encore une fois, n'oubliez pas que votre job, il est de permettre à ce jeune d'être libre en conscience. Et parmi la liberté de conscience, on a la liberté religieuse. Mais on voit bien que parfois, dans certaines situations, ça peut être quand même très délicat, quoi. Donc surtout, on en parle en équipe. Et ce genre de situation, typiquement, nécessite qu'on se soit déjà tapé la réflexion autour de laïcité, etc. Voilà, c'est un peu ce qui me vient à votre question, mais super question. Bonjour, merci pour cette intervention. Je voulais juste attirer le point sur... moi, je n'ai pas entendu la question de la religion en tant que phénomène social. Vous y êtes passé rapidement. À mon sens, c'est une partie très importante. Donc, comme dit Paul Ricoeur, nous sommes dans l'être narratif. Donc, les gens racontent leur histoire sociale, politique, histoire de discrimination, vécu discriminatoire, et qui finissent parfois par donner à cette histoire un habillage donc religieux. Justement, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des gens parfois qui connaissent que dalle, donc, et qui se permettent. Et vous avez parlé également de cette question de communautarisme. Donc, vous êtes resté très rapide là-dessus. Et je pense que c'est une partie pour moi très importante de voir que la religion est aussi un phénomène social, pas que sens purement religieux. Je ne sais pas si je suis clair dans... Alors, j'ai un peu de mal à voir, parce que en tant que sociologue, je suis un peu déçu de moi-même, là, parce que si je n'ai pas assez parlé de la religion comme phénomène social, je suis vraiment un sociologue tout pourri. J'ai peut-être un peu de mal à comprendre exactement ce qui vous manque. J'ai eu le sentiment d'être justement de beaucoup sur cette dimension sociale, sur la manière dont la religion s'ancre en France dans un contexte particulier,
Est-ce que vous pouvez me dire un tout petit peu plus ce que vous entendez par phénomène social? Prenez un exemple peut-être. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est, vous l'avez évoqué d'ailleurs, donc on est assez souvent dans l'interculturel. Donc on a tendance parfois tout de suite à donner donc une définition. Je parle vraiment en l'occurrence sur la religion musulmane, donc les personnes qui sont de confession musulmane, et que pas mal de choses donc, sont en lien d'abord avec quelque chose de culturel, avant que ce soit vraiment religieux. Ok. Et du coup, en fait, la question qui se pose pour moi, c'est que lorsqu'on ne connaît pas, je me mets à la place de l'autre, que tout de suite va aller à l'interprétation religieuse. Or, donc la situation n'a rien à voir avec la religion. On est vraiment dans le culturel, l'interculturel. Si je vous aide. Ouais. Alors, je redis quelque chose. D'un point de vue chez les anthropologues, les sociologues, la religion, c'est très compliqué de créer un culturel ou un religieux pur. Ça n'existe pas. C'est ce que les fondamentalistes essayent de nous faire croire. Mais en vrai, on le voit avec Noël. Noël, c'est un super exemple. On va vous dire, bah oui, mais le sapin, c'est pas religieux, c'est culturel. Attendez. Si on fait un sapin à ce moment-là, c'est pas pour rien. Hein, c'est pas pour rien. Il y a une dimension religieuse à cette fête qui est devenue culturelle au fur et à mesure du temps, mais qui conserve une matrice religieuse évidente. Tout comme dans certaines familles musulmanes, on va faire une partie, on va faire l'Aïd, on va faire certaines fêtes, on va faire certains rituels, sans qu'il y ait de dimension véritablement religieuse derrière. On culturalise, si vous voulez, le religieux. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel dans ce que c'est que la religion et la culture. Donc après, on a vu dans l'exemple de monsieur, qui était vraiment super classique et super intéressante, que souvent dans les affirmations religieuses des personnes qu'on accompagne, il y a une dimension culturelle hyper forte. Alors surtout quand on est avec des primo-arrivants, des MNA, c'est quelque chose qui arrive un peu tout le temps. Et souvent, on a des équipes éducatives qui vont se battre pour savoir si c'est du culturel ou du religieux. Moi, ce que je leur réponds souvent, c'est on s'en fout. C'est pas, peu importe. C'est un besoin qui est exprimé, un besoin qui, en l'occurrence, entre en contradiction avec des valeurs du travail social ou des valeurs de l'institution ou des valeurs de la République, etc., qui posent question. Et donc, on va le traiter adéquatement. Mais au final, que ce soit du religieux ou du culturel, moi, j'ai envie de dire, c'est pas la question essentielle, quoi. Si on veut catégoriser comme ça, ça va être compliqué et on va soi-même avoir beaucoup de mal à le faire. Hein. Le substrat culturel du religieux est omniprésent. Les deux sont complètement emmêlés. Et souvent, nos histoires de vie sont la preuve de ça. On est souvent crypto-catho ou crypto, etc. Même si on est un peu athée ou un peu... Bon, il y a des... Voilà, c'est compliqué, quoi, de complètement dissocier le culturel et le religieux. Je crois que j'ai répondu complètement à côté, mais voilà, c'était la réflexion que j'avais envie de vous offrir. Je garde la parole, pardon. Oui, je vous rejoins. Maintenant, pour moi, là où c'est intéressant, comment aider l'autre qui ne connaît pas forcément? Puisque là, les deux s'emboîtent, comme vous dites. Mais qui ne connaît pas quoi? Qui ne connaît pas justement que, voilà, ce que vous venez de dire. Donc, à savoir que il ne faut pas se précipiter pour en faire toute une interprétation religieuse par rapport à un comportement qui peut être purement culturel. La question, elle est là. Parce qu'on a peur, je ne sais pas si je suis clair, on a peur justement parce qu'on a tendance à aller tout de suite interpréter quelque chose qui est vraiment culturel, donc de religieux. Ok. Bah, je crois que là, ouais. Alors, effectivement, on est l'état de panique morale dans lequel on se trouve, en France, entre autres sur les questions liées à l'islam, mais de manière générale liées aux religions. Ça nous arrangerait que personne n'ait de religion.
fait qu'effectivement, on va très vite, nous, travailleurs sociaux, appréhender les dimensions de l'identité quand elle est religieuse qui apparaissent à nous comme ça, de manière sur la défensive, de manière méfiante. Hein, et toute la politique publique de lutte et de prévention contre la radicalisation accompagne aussi cette méfiance, qui est un grand problème quand on intervient là-dessus. Et donc, effectivement, moi, j'invite juste à sortir. Enfin, pour moi, la solution, c'est facile à dire. Hein, le sociologue, de toute façon, il dit des trucs évidents. Après, c'est à vous sur le terrain de voilà. Mais après, je suis un peu sur le terrain aussi quand même. De sortir de cette posture de méfiance. C'est pas grave d'être croyant. Voilà. C'est le truc que je dis le plus en cours. C'est pas grave de croire. Ça peut même être super bien pour la personne. Donc, on se décrispe, on respire un bon coup. Voilà. Bonjour, je voulais juste rebondir sur ce qui était dit. Moi, je travaille en quartier pour tout ce qui est radicalisation. Je me suis jamais permise d'essayer de comprendre tout ce qui est dit, parce que je suis pas théologiste, mais juste de respecter et de rester neutre, d'entendre l'autre, d'accueillir ce qui est dit et de pas émettre de jugement. Et du coup, je trouvais vraiment que ce que vous expliquez, ça étaye beaucoup les enjeux auxquels on fait face, parce qu'il y a certaines limites. Et voilà, je voulais vous remercier pour toutes les clés que vous avez données, en tout cas les clés de compréhension, et pour trouver la juste posture en tant que professionnel pour accompagner au mieux. Voilà. Oh, c'est trop gentil, merci. Bonjour, merci. Deux petites questions. Vous avez parlé de balises éthiques et je voulais savoir si vous aviez un exemple d'une équipe de travailleurs sociaux. Comment eux, ils ont résolu cette question en équipe de comment on fait si vous avez des exemples d'accompagnement d'équipe là-dessus. Et la deuxième, c'est sur la radicalisation. Moi, je suis dans la qualité, donc le truc qui ennuie un peu les travailleurs sociaux. Et il y a un nouveau courage. Et en fait, il y a un nouveau référentiel là qui est sorti, qui se déploie, et il y a des questions sur qu'est-ce que fait la structure contre la radicalisation. Et c'est vrai que quand j'ai lu ça, j'étais un peu surpris. Je me suis dit on met ça dans un référentiel et les structures. Comme référentiel ? C'est le référentiel HAS national là. Et il y a plusieurs risques et il y a la radicalisation qui est citée entre autres. Donc je m'étais demandé si vous aussi, de par vos travaux, est-ce que la radicalisation ça augmente, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est finalement c'est peu. Et en plus je pensais comment radicalisation dans le référentiel qualité, c'est un truc de malade. C'est sur tout ce qui est gestion des Ils sont risques. fous. Alors moi je me suis dit c'est peut-être parce que ça a été remonté et que c'est une problématique qu'on rencontre, je sais pas. Bon alors. Du coup, il y avait deux questions. Ça a plutôt tendance à baisser pour. Alors attention, fou là, il y a trop de trucs à raconter là. Alors, la radicalisation, c'est deux choses. C'est un phénomène et c'est une politique publique. C'est deux choses différentes. La politique publique ne s'adresse que très partiellement au phénomène. C'est-à-dire que la radicalité qui traverse l'espace social français, number one, c'est pas le djihadisme, en quantité. Voilà. Donc, c'est déjà important de rappeler ça. Les préfectures nous demandent majoritairement d'intervenir sur le djihadisme. Bon, c'est pas ça qui est la radicalité majoritaire en France. Bon. Premièrement, donc ça répond. Donc sur votre indicateur là, ce serait bien de réfléchir ça avec vos équipes, quoi. Est-ce que par exemple vous faites de la prévention sur les mouvements identitaires d'extrême droite dans votre structure? Ouais. On a parlé, monsieur a parlé de qualité de radicalisation, pas de radicalisation et d'islam en fait. Oui, c'est ça le truc, c'est que la radicalisation ne concerne pas uniquement l'islam. Mais de facto, dans la politique publique, c'est ce qu'on nous demande d'adresser. Bon.
Donc ça, c'est la première dimension. Ensuite, la question, c'est est-ce que ça augmente, ça diminue? Bon, chaque intervention de la préfecture, quand ils ouvrent nos journées d'études, ils disent « La menace terroriste reste présente ». Voilà, réponse officielle. Il se trouve que c'est passé de mode. Daesh est morte. Il y a moins de jeunes qui partent en Syrie. Donc, de facto, il y a moins de situations. Je ne suis pas chez vous, mais grosso modo, il y en a un peu moins. On les garde plus longtemps en CEPRAF pour faire continuer de garder les... Bon, ça pose plein de questions. Par contre, moi, il y a beaucoup de radicalité qui m'inquiète en tant que sociologue et que pour l'instant, on n'adresse pas. Des radicalités, je veux dire, c'est pas mal en soi d'être radical. Hein. Je veux dire, moi, la radicalité, je trouve ça très chouette et super important qu'il y ait des personnes radicales. Le problème, c'est quand ça va devenir violent. Le problème, c'est quand ça va couper les gens de leur famille, quand ça va couper les gens de leur... mais qu'on soit radical pour faire rupture avec la famille à un moment donné dans l'adolescence, j'ai envie de dire, c'est un peu la base. C'est le job de l'adolescent. Voilà. Donc, ouais, je suis très prudent. C'est-à-dire que je suis quand même étonné que dans la référentiel qualité, ils emploient un concept qui est quand même très mal défini, c'est très problématique sur plein d'aspects. Donc, si vous pouvez le barrer, barrez-le. Non, n'allez pas là-dessus. Ouais, bah alors nationalement, barrez-le, parce que ça n'a aucun sens. Attendez, il y avait juste une autre, je me permets, vous voulez répondre à... Non, pas une autre question, monsieur, une autre partie de la question de monsieur. La deuxième question, c'était sur un exemple concret d'équipe qui règle ces questions-là. Un truc super classique, c'est dans un FAE. Quasiment 80% d'éducateurs musulmans, l'association décide, au niveau une grosse asso, décide d'interdire les repas halal dans ces structures. La structure avait depuis toujours des repas halal proposés aux jeunes. Les éducateurs musulmans reçoivent très mal cette nouvelle consigne. Crise énorme dans le truc. Le directeur décide d'appeler Monsieur Michon. On fait comment? C'est trop tard. Bon, non, donc voilà, exemple de crises qui peuvent se passer en équipe éducative. Donc dans ce cas-là, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est de dire, bon, je pense qu'il est important que l'association, le siège, prenne conscience des effets des décisions qu'ils prennent unilatéralement. Mais il ne faut pas le faire de manière bête et méchante, ça ne sert à rien. Donc, on va faire un travail ensemble pour essayer de voir, justement, sur la laïcité, justement, sur la place des religions dans l'accompagnement, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire? Qu'est-ce qui est juste? C'est quoi les limites de faire ça? Et c'est quoi qui est bien? C'est quoi l'avantage de servir du repas halal? Et c'est quoi les problèmes? Et ensuite, on amènera au siège cette réflexion en leur disant, voilà, on a beaucoup réfléchi, c'est écrit, c'est construit, c'est pas bête et méchant, et on pense que c'est ça qu'il faudrait. Voilà. Et c'est ça qu'on a fait. Ce serait bien d'avoir des repas halal. Oui, je voulais juste dire en tant que directeur que sur la question de... La HAS fait des recommandations, on a des référentiels, et puis après, il y a ce qu'on en fait. Donc, et comment on le traduit, comment on l'interprète. Donc, je suis assez d'accord avec vous, la question de la radicalisation dans la démarche qualité, je vois pas ce que c'est un foot là-dedans. Par contre, on peut peut-être se l'approprier autrement et se dire comment on travaille dans la structure sur la question du vivre ensemble, sur la question de la laïcité, comment on la vit dans notre structure, les valeurs de la République, comment on les vit dans nos structures, et comment tout ça, ça vit, ça cohabite, et comment chacun trouve sa place. Enfin, voilà une manière. Enfin, c'est pas parce qu'on a des directives ou des textes qui parfois sont un peu obtus ou maladroits ou qu'on est obligé aussi d'y aller plonger tête baissée dedans. On peut aussi faire des contre-propositions. Enfin voilà. Vous n'êtes pas une asso de prévention spécialisée, vous, par hasard? Un petit peu. Hein. Voilà. Le problème, c'est que si
toutes les structures avaient l'intelligence d'interpréter les choses et de ne pas les prendre au pied de la lettre, ça se saurait. Et moi, j'ai très peur que ça va amener des structures à se poser des questions qui n'existent pas, sur des thématiques qu'ils ne comprennent pas, et à faire quelque chose de plus stigmatisant que nécessaire. Parce que le concept de radicalisation, il est majoritairement centré sur l'islam, et que ça va remettre une couche dans la stigmatisation. Et donc, moi, je suis très inquiet de ce que vous me dites. Je vais me renseigner, mais je pense que l'HAS va recevoir je pense qu'il va y avoir une petite tribune, là, vous pourrez regarder dans pas longtemps, mais ça, c'est pas possible. Ça, il faut l'enlever. Je veux dire, c'est dangereux. Les gens sont pas formés, et c'est très problématique. Bon, en même temps, notre conférence est enregistrée, tout le monde va la voir, et donc tous les collègues vont savoir comment il faut faire pour sortir de cette impasse. Non, mais... Puis moi, de temps en temps, je fais confiance à l'intelligence aussi des uns et des autres. Les travailleurs sociaux sont roublards quand même, en général. Et à l'inverse, je m'inquiète quand les gens me disent « Ah bah ouais, mais c'est la loi, on est obligé ». Là, en général, c'est de la paresse intellectuelle, quoi, hein, vous voyez, ou c'est de l'excuse à 2 balles. On est obligé de rien. Enfin, moi, je rappelle aussi qu'il n'y a pas de politique publique sans opérateur, et que 80% du travail social en France, c'est le secteur associatif. Donc, il peut y avoir des recommandations de la HAS. Après, c'est comment on se les approprie et comment on les met en œuvre à chaque fois. Et voilà, donc, aujourd'hui, on passe du temps ensemble à réfléchir sur les sujets. Ça montre quand même qu'on a aussi des cerveaux, on a aussi voilà, on est dans des métiers quand même où on peut un petit peu réfléchir et faire les choses un peu intelligemment aussi. Donc, attention aussi à pas toujours... moi, je le vois parfois sur certains sujets, se planquer derrière les textes en disant « Bah ouais, mais la loi dit que... » Ça, des fois, c'est un peu de la paresse ou de la lâcheté, quoi. Voilà ce que je voulais dire aussi. C'est vrai, après, les pauvres personnes qui sont chargées de la démarche qualité, souvent, sont obligées de faire des choses qu'ils n'ont pas forcément envie. Je le vois, moi, en tant que IRTS, enfin, en tant qu'école on a un gros service qualité. J'aimerais pas être à leur place. Oui. Alors, juste pour préciser, c'est dans le référentiel, il y a toute une partie sur la gestion des risques auxquels on est exposé en tant que professionnel. Il y a des exemples, il y a la dénutrition des personnes que l'on accueille, l'isolement social, et il y avait radicalisation aussi, comme un risque potentiel selon qui on accueille. Et après, ils nous disent pas quoi faire. Ils nous posent la question, qu'est-ce qu'on a fait ou à quoi on a pensé. Oui, je pense que ça risque de créer une question qui n'a pas forcément lieu de se poser et d'avoir des effets contre-productifs. C'est ça que j'essayais d'amener. Oui, bonjour, merci pour votre intervention. J'avais une question concernant justement les acteurs extérieurs qui pourraient jouer ce rôle de médiateur, enfin du moins d'échange avec les équipes éducatives, pour pas que, je pense qu'apporter de l'extérieur, ça peut être intéressant, un intervenant extérieur. Est-ce que c'est des choses qui se font? Est-ce qu'il y a un maillage, par exemple, qui existe sur le territoire de l'île? Moi, je sais que vous ne venez pas d'ici, du moins c'est dans les Hauts-de-France ou peut-être chez vous. Est-ce qu'il y a des choses qui existent, justement? Je vais peut-être laisser Ali répondre à ça. Je ne sais pas, moi, ce que vous faites là-dessus. Mais en tout cas, sur l'île, moi, je ne peux pas vous aider. Moi, c'est évident que... Sur la partie du médiateur des faits religieux, c'est ça? Ouais. Alors, nous, en fait, Itinéraire, pour ceux qui ne savent pas, donc, on porte une équipe mobile de prévention de la radicalisation. Nous, on a fait le choix, par contre, pour le coup, de ne pas travailler avec la partie des médiateurs des faits religieux. Ceci dit, sur le territoire du Nord et du Pas-de-Calais où on intervient, on est toujours en lien avec l'ensemble de toutes les mosquées. Donc, ça veut dire avec les imams, sur, à un moment donné, des co-accompagnements qui pourraient avoir lieu sur des actions ponctuelles. Après, si vous souhaitez avoir d'autres éléments, n'hésitez pas, on pourra en discuter pour essayer de vous éclairer s'il y a des situations particulières. Voilà. Alors on prend encore une dernière question et après on arrête. Il y a de plus en plus d'études. Nous, on a deux DU, diplômes universitaires à Strasbourg, de médiation socio-religieuse. Et les gens qui sortent de là, il y a des gens super chouettes qui vont pouvoir faire ce taf. À la fois entre l'éducatif et le religieux. C'est pas nécessaire dans toutes les structures, c'est pas forcément utile, mais c'est vrai que ça donne des profils assez intéressants. Et sinon, encore une fois, allez voir les cultes. Allez voir les cultes, rentrez en contact pour que le jour où vous en aurez besoin, ce soit pas juste je leur tombe dessus, tiens, j'ai ce jeune radicalisé, tu veux bien m'en faire quelque chose? Je sais pas quoi en faire.
Oui, bonjour. Donc je me permets de rebondir sur ce que disait le collègue chargé de la qualité. C'est abordé dans la notion de risque. Et l'un des points qui a pas été, ça a été en partie abordé par la question du prosélytisme. L'une des craintes, je le donne tel quel, tant pis pour moi, je le ferai allumer. L'une des craintes, c'est justement de ce prosélytisme excessif, d'avoir des groupes de pression, d'avoir des groupes de jeunes ou d'adultes qui vont faire pression sur d'autres pour s'attendant d'eux à ce qu'ils adhèrent à certains comportements, certaines attitudes qui ne sont pas les leurs nécessairement et qui rendent les choses complexes. Reconnaître l'autre dans sa différence, dans ses croyances, dans le droit de croire ce qu'il veut et poser la limite d'une forme de prise de pouvoir sur l'autre, c'est autre chose, quoi. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je mets juste en garde sur le fait de ne pas accorder à cette dimension-là, sur la partie religieuse, un poids plus important que sur d'autres dimensions. C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, dans un collège, dans un lycée, le poids du groupe de pairs sur la personne, elle est fondamentale. C'est-à-dire que tu ne vas pas venir habiller d'une manière peut-être qui te correspond plus parce que tout le monde fait comme ça. Tu ne vas pas prendre un sac... le poids, le regard des pairs à cet âge-là, j'imagine qu'on parle de jeunes, est fondamental. Donc, après, effectivement, la dimension religieuse peut rentrer en compte aussi. Mais donnons-lui le même poids, ni plus ni moins, que ce qu'on aurait fait sur d'autres aspects. Et je reviens sur ce que je disais au tout début, qui est quand même l'aspect essentiel de mon propos, la posture de méfiance qu'on a dès qu'il s'agit de religieux est souvent contre-productive. Donc regardons d'abord avec un peu de distance, en voyant de quoi on parle là. Est-ce que c'est vraiment problématique ? Est-ce que ce n'était pas du religieux, mais des gothiques ? Est-ce que je réagirais différemment ? Posons-nous cette question. Et à partir du moment où on dit non, là c'est vraiment problématique, intervenons. Mais n'accordons pas d'importance supplémentaire parce que c'est du religieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, alors c'est vrai que c'est un peu typé sur l'adolescence, le groupe de pairs, etc. Oui. Bon, par contre, on voit aussi ce type de phénomène. Alors, je vais parler d'autre chose qui sont les comités, les CA des centres sociaux, etc., sur lequel une réflexion, mais c'est vrai, il est souvent tardive, se pose sur le port du voile, port de l'abaya, chez, en tout cas, les professionnels. Chez l'usager, c'est une autre histoire. Ouais. D'avoir le sentiment confirmé parfois de certains groupes de pression. Là, ça peut être réel, hein, mais ça peut aussi être du fantasme. Et il faut se méfier de soi-même. Mais effectivement, je connais des situations sur Strasbourg où effectivement c'est problématique pour de vrai. Et je connais des situations où on va avoir des élucubrations hallucinantes sur une espèce de mainmise, etc. Parce qu'il y a 2 femmes voilées qui se sont présentées au CA lors de l'AG. Voilà, on se calme un peu, quoi. Moi, voilà, attention à la posture qu'on prend. Mais ça peut arriver, effectivement. Mais voilà, on va vraiment la dernière de la dernière parce que j'ai mon train qui... Ouais, C'était juste pour vous remercier d'une part et puis d'autre part rebondir sur les questions de monsieur en termes de ressources. Donc il y a effectivement un DU sur l'université de Lille et il y en a un également sur la faculté libre de droit qui peut apporter des réponses aux questionnements et puis rappeler aussi, alors peut-être moins sur la question des religions, mais malgré tout, dans ce que vous évoquez, du besoin de refroidir un petit peu les situations et de se mettre plus calmement à les étudier. Les formations type valeurs de la République et laïcité, comme les conférences que l'on démultiplie et autres formations, sont autant d'outils mobilisables parce qu'on partage un socle de connaissances et que ça permet effectivement d'étudier les situations plus froidement. Valeurs de la République, laïcité, ça permet de se réapproprier le droit, de refaire ce que vous avez fait uniquement à partir du droit et après d'étudier des situations très clairement en distinguant
Bah, en fait, je croyais que c'était de la laïcité. En fait, non, c'est un problème culturel, c'est un problème d'adolescence, c'est un problème de relation au service public. C'est un problème interne, parce que pour le coup, j'ai un petit regret, mais vous devez prendre votre train. C'est qu'on a peut-être moins abordé la question de comment ça se gère quand les problématiques émergent au sein des équipes et des collectifs de travail, qui peuvent aussi être des problématiques qui font un petit peu exploser les choses, plus que finalement dans la relation éducative, ou en tout cas autant. Voilà, donc c'est simplement pour rappeler qu'il y a des ressources existantes, valeurs de la République et laïcité, c'est gratuit, c'est financé par l'État, y compris au titre de la prévention de la radicalisation, et c'est plutôt utile et apprécié. Merci en tout cas. Merci. Très bonne journée à vous. Je rentre en Alsace.